Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors avant de commencer, je souhaitais remercier vivement Pierre Leroux et les autres organisateurs de m'avoir invité à ces deux journées afin de parler à la fois de l'homme qui était Alain Testart, mais également de ses travaux qui ont laissé forcément une trace indélébile dans les champs de l'anthropologie sociale, de l'archéologie. Alors sa vision large de passe-muraille, comme le disait Pierre, lui a permis d'orienter mes collègues archéologues et moi-même vers de nouvelles hypothèses, de nouveaux questionnements face aux vestiges, mais aussi aux questions de l'idéal. Alors pour mieux comprendre mon exposé et les points de vue que je vais développer, il est nécessaire que je me présente un minimum. Alors archéologue de formation, j'ai suivi mon cursus universitaire à Strasbourg et je travaille actuellement à l'INRAP comme responsable d'opération, ce qui m'amène à fouiller des sites occupés de la préhistoire jusqu'aux périodes récentes. Je suis spécialiste des âges des métaux, l'âge du bronze et l'âge du fer. Et à l'occasion d'un congé de formation, j'ai validé en 2019 une licence 3 d'ethnologie ici, quand il y avait effectivement cette dynamique de groupe qui faisait que on pouvait faire de belles choses à Strasbourg, et ça continue, j'espère. Alors j'avais suivi un module d'introduction à l'ethnologie lors de mon cursus archéologique, mais c'est surtout en abordant différents questionnements archéologiques, comme les modes de production matérielle, le type d'architecture, les pratiques funéraires, lors de colloques ou de discussions avec des collègues, que je me suis rendu compte que l'ethnologie fournissait un vaste catalogue de possibles, utilisables de manière raisonnée et structurée, afin d'établir avec prudence des critères archéologiques. Alors, cela implique, comme l'a souligné Pierre Pétrequin, dans le dictionnaire de l'ethnologie et l'anthropologie, la prise en compte à la fois des processus des vivants et la réversion de ces processus sur les faits du passé. Alors, je m'inscris ainsi dans la démarche d'Alain Testart qui encourageait la collaboration entre les deux disciplines afin de proposer des lois relatives aux faits sociaux. Alors, j'ai eu la chance de suivre un seul cours d'Alain Testart, en vrai, on va dire, sur la notion de richesse et sur le stockage, alors que j'étais en doc d'histoire de l'art et archéologie. Et je me souviens qu'il avait été invité par un professeur, notre professeur de préhistoire, afin d'aborder ces questions. Il nous parlait de ses travaux actuels. Alors, une dizaine d'années plus tôt environ paraissait son ouvrage Les chasseurs-cueilleurs ou l'origine des inégalités, qui intéressait déjà les archéologues par sa thématique. Un compte rendu sera par ailleurs publié l'année suivante, suivant sa parution dans les Nouvelles de l'archéologie, pour montrer en fait l'intérêt qu'ont les archéologues à son sujet. Et je ne m'étais pas alors rendu compte de la chance d'avoir pu l'écouter en direct, de parler d'anthropologie, matière qui étonnamment n'était pas inclus d'office dans le cursus d'un futur archéologue. La situation est encore en partie assez similaire aujourd'hui, et il faut souvent attendre l'année de master pour pouvoir bénéficier d'un enseignement de plus spécialisé, mais surtout ouvert sur d'autres disciplines. Les universités proposant une formation vaste axée à la fois sur l'archéologie et les sciences de l'homme sont encore rares en France, et la capitale reste encore incontournable, comme avec la maison d'archéologie et d'ethnologie René Génouvès. Alors, quelques mots sur l'homme, qui était Alain Testart. Donc, il était ingénieur de l'École supérieure des mines de Paris, féru de mathématiques et de philosophie, docteur en anthropologie sociale. Donc, il faisait partie de l'unité de recherche appropriation sociale de la nature du Muséum national d'histoire naturelle, CNRS, avant d'enseigner l'ethnologie à Paris-Nanterre, comme chargé de cours, membre du laboratoire également d'ethnologie et de sociologie comparative. Donc, il termina sa carrière comme directeur de recherche au CNRS, au laboratoire d'anthropologie sociale, Collège de France. Et il est particulièrement connu pour ses travaux sur les chasseurs-cueilleurs, comme j'ai déjà dit, la parenté australienne, l'évolutionnisme en anthropologie sociale, la sociologie comparative et l'esclavage. Alors, comme il le soulignait, il se considérait plus comme un théoricien en anthropologie, et une certaine division entre le travail de terrain, comme on dit, et l'analyse ne lui posait pas de problème. Il avait un regard critique sur son travail, comme par exemple son premier ouvrage sur l'organisation sociale australienne. Son but étant de tendre à une sociologie générale. Alors l'ouvrage sur lequel je vais parler, c'était pour vous amener à lire, à appréhender, commenter aussi et prolonger le travail entrepris par Alain Testart. Donc c'était le livre Avant l'histoire, Évolution des sociétés de Lascaux à Carnac, publié en 2012 chez Gallimard. Alors pour la petite histoire, un ami historien l'avait acheté, me l'avait prêté en m'indiquant de ne pas avoir été ébloui par sa lecture. Et décidé à me réinscrire à l'université, l'ouvrage d'Alain Testart arrivait à point nommé, car je suivais déjà les séminaires d'ethnologie et d'archéologie ici même. Et sa lecture me permit
Il me prit un certain temps également à lire, parce qu'il est quand même assez volumineux, je crois que c'est 550 pages, mais ça confirma mon choix de formation, tant par les nombreuses thématiques abordées par la méthode Testard, qui après une présentation rigoureuse des faits et des phénomènes propose une critique constructive et multilinéaire. Donc c'est un peu, ça constitue une synthèse de ses travaux et de ses thèses, donc paru en 2012, soit un an avant sa disparition. Et chronologiquement, il couvre le temps long. Alors ça aussi, c'est intéressant, de moins 15 000 avant Jésus-Christ, soit le Paléolithique supérieur, à 3800 environ, avec le phénomène mégalithique européen, la phase moyenne du néolithique. Et il fait appel dans cet ouvrage à des analogies, des comparaisons à partir d'observations ethnographiques, et de nombreux peuples également sont pris en compte sur toute la planète. Il fait suite, alors vous l'avez en couverture, à l'ouvrage ADS et de grains, publié en 2010, qui remettra en cause la thèse d'un culte voué à la déesse mère au néolithique. Alors, dans cet ouvrage, Alain Testard remet en cause des concepts évolutionnistes, trop simplistes, en s'appuyant sur sa grande érudition et une méthode combinatoire, visant à prendre en compte des données ethnographiques et archéologiques, et quand cela est possible, l'histoire également dans les contextes concernés. L'ouvrage s'arrête au milieu du néolithique et est en quelque sorte le pendant de son autre ouvrage, Éléments de classification des sociétés, qui traite de l'aspect purement classificatoire. Un second volume sera donc envisagé sur l'évolution des sociétés à partir du néolithique final, pour envisager la naissance des villes, celle de l'État, et définir les modalités d'évolution spécifiques aux différents continents. Alors pour ce qui est du plan de l'ouvrage, donc je l'ai remis ici, Alain Testard propose la reconstitution de l'évolution des sociétés préhistoriques suite à la mise en place du cadre théorique et d'une méthodologie. Alors les thèmes abordés sont vastes et cruciaux pour ces périodes, comme l'art, la notion de richesse ou la naissance de l'agriculture. La question centrale reste celle des transformations des sociétés durant la préhistoire, ou pourquoi et comment des chasseurs-cueilleurs nomades sont passés à l'agriculture et ont laissé richesse et pouvoir aux mains d'élites qui sont visibles par des mégalithes par exemple. Alors contrairement à une vision déterministe et unilinéaire, Alain Testard met ici en avant des évolutions à différents rythmes, des techniques ou des formes sociales, soulignant qu'une vision stricte de type phylogénétique, donc par exemple en haut à gauche de type linéaire, n'est pas forcément tenable. Dans la conclusion de son troisième chapitre consacré aux causes et mécanismes de l'évolution, il insiste d'un point de vue épistémologique sur le caractère d'indépendance par rapport au milieu social des différentes approches historiquement employées, que ce soit diffusionnistes ou démographiques. Pour les sociétés humaines, contrairement aux animaux, il ne serait d'après lui pas nécessaire de supposer un mécanisme d'évolution, l'action humaine étant une condition nécessaire et suffisante de l'évolution des sociétés. Alors je parlerai ici plus en détail de son quatrième chapitre, consacré aux données archéologiques et à leur interprétation tout à l'heure, afin d'établir effectivement des allers-retours entre ethnologie et archéologie, mais aussi des renvois à d'autres problématiques traitées par Alain Testard. Alors dans les chapitres suivants, l'auteur traite de modèles de société en régime de chasseurs-cueillettes, et il reviendra plus largement au chapitre 7 en termes d'évolution. Il enchaîne sur l'art pariétal, puis sur la question des causes et de l'origine de l'agriculture. Enfin, dans les derniers chapitres, il envisage d'une manière historique les questions de propriété et de dette, ce qui l'amène directement aux questions de la richesse et de sa visibilité. Il termine sur la question des systèmes sociopolitiques avant l'État, en traitant du mégalithisme, et emploie également une méthode régressive pour traiter de la propriété chez les Germains et les Gaulois, dans une hypothèse de fond démocratique, et il terminera par la situation de l'Europe au néolithique. Alors je parlerai maintenant dès à présent plus des aspects archéologiques et des allers-retours entre ces deux disciplines, et en quoi elles sont complémentaires. Donc le chapitre 4 fait à peu près 50 pages, donc il est assez réduit, mais moi je vais un peu plus développer sur cet aspect-là. Alors pour Alain Testard, le document ethnographique est le dit d'une culture orale, avec une transcription des autres cultures. Il souligne ici l'importance du regard distant et de la réflexivité en anthropologie. Alors qu'en archéologie, nous nous employons à dégager et identifier des vestiges au premier abord muets, l'ethnologie implique de fait que l'observateur est de même nature que son objet. L'observateur est lui-même une partie de son observation, comme le disait par exemple Lévi-Strauss.
De même, lorsque les archéologues découvrent des sites, c'est dans une temporalité actuelle qui influe inconsciemment sur les interprétations et l'attention des chercheurs. Ainsi, lorsque Alain Testard indique, je cite, que les données archéologiques sont des documents sans parole, ce n'est pas pour autant qu'ils ne propulsent pas d'effet sur les découvreurs, qu'on soit promeneurs, prospecteurs, chercheurs. L'apparition à la surface du sol d'un objet à la forme intrigante questionne toujours la personne qui le ramasse, ou par exemple sur les diapos que vous avez, des structures archéologiques lors d'une fouille. Dans la science archéologique, les réflexions épistémologiques sur nos pratiques existent bien entendu, et des débats sur le pourquoi et comment de nos travaux sont relayés dans différentes revues comme les Nouvelles d'archéologie ou Archéopage. Donc je vous ai mis par exemple différentes photos tirées de différents articles dans ces revues. Ces plages de discussion, c'est essentiel pour identifier nos rapports avec le passé et les optiques à intensifier ou d'autres à développer. Des thématiques comme la place du pouvoir dans les sociétés ou la place de la chasse ont fait l'objet d'échanges entre archéologues et anthropologues, par exemple comme ici entre Patrice Brun, un professeur émérite de Paris 1, et Maurice Godelier, anthropologue, ou Pierre Grenand et Anne Brideau, par exemple. Alors ainsi, pour Alain Testard, là je vous ai mis des photos de terrain directement, il insistait sur l'avantage premier du document archéologique, qui est son aspect direct, son authenticité, la notion d'empreinte de ces vestiges. Alors effectivement, nous, on trouve des empreintes souvent creusées ou construites sur des surfaces, sur des sols. En effet, l'archéologue, même s'il ne révolutionne pas systématiquement un questionnement ou une chronologie, garde la primeur d'une découverte dans un contexte donné. C'est lui qui pointe le regard sur l'objet ou la trace laissée par un habitat, par exemple, et les dévoile par la suite à la société et au monde. Alors le second avantage de l'archéologie serait l'absence de besoin d'une critique des sources. Il est vrai que les vestiges reflètent la réalité d'un instant, leur mise au jour soulignant de fait leur existence. C'est donc plus spécifiquement sur les conditions de découverte, la bonne tenue d'une fouille et le suivi d'un enregistrement cohérent que des critiques pourraient être faites. Alain Testard insiste sur la transmission de ces vestiges et les questionnements du pourquoi ici et maintenant. Effectivement, la bonne conservation ou non d'un site, même s'il est rapidement perceptible, rentre également dans la réflexion des archéologues ou des géoarchéologues. Là, je vous ai mis une coupe de terrain, par exemple, en bas pour vous illustrer un peu les strates qu'on peut découvrir sur un site, qui s'emploient donc à comprendre les processus sédimentaires, à partir de ces coupes, sur un chantier ou des prélèvements, afin de comprendre les étapes de recouvrement post-abandon. Un autre avantage que je vois dans les vestiges archéologiques, c'est leur préservation, bien sûr, et conservation possible au cours du temps, ce qui n'est pas forcément le cas des sociétés en perpétuelle mouvance, en évolution, nécessitant pour une bonne compréhension des allers-retours constants des ethnologues sur leur terrain, à différents intervalles de temps, et ce qu'on appelle, je crois, multi-spatial, enfin dans les différentes théories ethnologiques. Voilà, différents points de vue à multiplier en anthropologie sociale. Alors les caractéristiques des données archéologiques. Je pense que c'est le BBB. C'est quelqu'un qui voulait accéder au BBB. Je remets juste le BBB. J'accepte monsieur. Voilà. Donc il y aurait la question de la qualité des témoins de vestiges. Alors effectivement, ils sont souvent partiels. Donc là, je vous ai mis une illustration d'un chantier que j'avais effectivement fouillé suite à ma formation d'archéologie, enfin d'ethnologie. Donc là, c'est un site du premier âge du fer. On a trouvé des restes d'un foyer de forge. Donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et pour essayer d'imaginer en fait à quoi ça pourrait ressembler, il faut bien sûr déjà enregistrer la donnée. Et ces données sont souvent usées, rejetées, et peuvent forcément être utiles pour comprendre les sociétés, telle est la vraie question. Donc, pour nous archéologues, des fouilles régulières, des recherches bibliographiques, des discussions avec des collègues sont tout comme le contact répété avec les populations, pour les ethnologues, des outils pour faire avancer la compréhension. Mais il faut garder à l'esprit, comme le souligne Alain Gallet, archéologue et ethnologue suisse décédé récemment, que les systèmes de signes mis en place pour comprendre la réalité ne présentent aucun lien avec les conceptions symboliques et sémiologiques des peuples que l'on étudie. Alors la séparation entre discours et réalité est à préserver. Il en va ainsi des vestiges correspondant à des signes comme des peintures ou des représentations. Alors ainsi dans son ouvrage La déesse
Et le grain, Alain Testard, reprend en détail l'hypothèse d'une sélection des crânes dans le néolithique proche-oriental, en poussant l'analyse très loin et en reprenant les sources primaires sur lesquelles se base cette interprétation et la construction d'une telle hypothèse. Alors en second lieu, Alain Testard pointe la matérialité des choses observées. En effet, la découverte de faits matériels et tangibles est la base du travail d'archéologue, mais ces faits, comme un texte ou une inscription, nécessitent une relecture, au-delà du simple enregistrement qui permet d'en faire une archive. Une archive stockée nécessite une première analyse, même partielle, qui pourrait être complétée ou changée dans l'avenir en fonction des nouvelles découvertes ou d'orientation de recherche. Le danger serait de tomber dans la simple description des faits archéologiques et une vision irréductible des faits humains. Des présupposés théoriques sont néanmoins nécessaires pour ne pas se perdre dans le flot des données. Alors, en troisième lieu, encore des photos de terrain. Je l'ai déjà évoqué auparavant, les vestiges généralement découverts recouvrent ce qui a été sorti de la vie sociale, intentionnellement ou non, comme les objets dans les sépultures, les rejets domestiques dans des structures abandonnées. Il est ainsi nécessaire d'identifier la nature du rejet pour aller plus loin dans la réflexion et par conséquent d'en faire une histoire. Cette histoire, est-ce qu'il reste après la fouille, est forcément enregistrée, réactualisée, afin d'y revenir par la suite. Alors l'enregistrement stratigraphique par isolat, ensemble, séquence ou phase permettra de comprendre et de faire comprendre l'histoire d'un site, d'une structure, d'un objet. Il faut donc identifier la nature du rejet, d'où la nécessité d'en faire l'histoire comme je l'ai dit. Même conservé dans de très bonnes conditions, par exemple des sites comme Herculanum, le site pose toujours question, il y a toujours des incompréhensions. On a besoin de reconstituer des choses et de recréer des gestes. Donc là, j'ai en tête par exemple des articles dans, je crois que c'est un article d'un collègue du CNRS qui travaillait sur les boulangeries, avec un gros travail sur, à partir des vestiges et surtout à partir des meules ou des choses qu'on peut retrouver sur le terrain, mais aussi des traces historiques, de reconstituer comment ont pu fonctionner ces boulangeries qui sont conservées en l'état, mais dont la compréhension reste très complexe. Alors, il y avait également un problème dont parlait Alain Testard, c'était l'invisibilité qui reste un gros problème pour l'archéologie, avec un rapport inverse entre l'archéologie et l'ethnologie. Alors, cette invisibilité touche à la fois l'idéologie, mais aussi l'économie. On peut observer par exemple le déplacement d'objets, mais pas forcément de l'échange. La découverte par exemple de colliers et de bracelets en coquillage par des archéologues du futur dans des archipels mélanésiens, pour reprendre l'exemple célèbre du circuit traditionnel de la Kula, nécessiterait un croisement des données important et une recherche très approfondie pour ne serait-ce que percevoir certains aspects de ces échanges, comme les liens sociaux entre différentes populations, au-delà de simples échanges marchands. L'observation d'autres situations d'échanges observés par les ethnologues se révélerait dans ce cas fort utile pour orienter nos réflexions. Finalement, la société est globalement invisible à environ 95% de ces données. En effet, elle reste non perceptible par l'archéologie. Le recours à la sociologie, l'ethnologie, l'histoire se révèle par conséquent indispensable, mais les buts de chaque discipline n'étant pas vraiment les mêmes, les ethnologues ne notent pas forcément les mêmes choses que les archéologues sur le terrain. On a déjà eu l'occasion d'en causer dans les différents séminaires. Les archéologues s'employaient à en prendre en compte le rituel, les gestes, les paroles, les ethnologues, le rituel, les gestes, les paroles prononcées, ou l'importance de la linguistique. L'attention est portée sur les liens entre le signifiant et le signifié. Ainsi, les bases de l'analyse du langage permettront également à Lévi-Strauss de proposer une nouvelle grille de compréhension des phénomènes avec son approche structuraliste. Alors, le graphique pertinent d'Alain Testard, c'est celui qui est sur la diapositive, avec une illustration sous forme de courbe de la visibilité selon les deux disciplines, que sont l'ethnologie et l'archéologie. Ces deux sciences ont des sujets proches, mais des questionnements différents, comme je viens de le dire. L'exemple que donne Alain Testard est celui du partage des viandes lors de sacrifices, sujet que tente de mieux comprendre par exemple le préhistorien Christian Jeunesse, ici dans son UMR, et sur l'île de Sumba, près de Bali. Aujourd'hui également que les avancées techniques dans le domaine de la génétique, les archéologues peuvent voir et appréhender plus d'informations sur des sujets comme la parenté, avec les études ADN, l'immigration, avec les isotopes, ou l'alimentation également. Alain Testard insiste sur un rapport au temps différent, entre archéologie ou en ethnologie, ce qui se comprend aisément. Pourtant, avec l'avancée des recherches en ethnohistoire, la vision assez binaire entre les sociétés froides, sans histoire,
ou eau chaude à histoire tend à changer, se relativiser. Alors, Alain Testard a également beaucoup parlé du raisonnement causal en archéologie, et il souligne que les seuls faits archéologiques ne suffisent pas à expliquer l'histoire. Alors, à partir d'un développement assez long sur un peuple imaginaire, dans son chapitre, il imagine l'évolution plausible de deux peuples voisins au fil du temps, dont les archéologues auraient retrouvé des vestiges. Il donne beaucoup de détails afin de bien montrer la structure sociale de chaque peuple, l'un plutôt éleveur, l'autre plutôt agriculteur, mais néanmoins consommateur de viande, échangé avec un autre groupe, le peuple B. En fin de récit, il établit un tableau d'une chronologie relative possible, comme auraient pu l'imaginer les archéologues. Cela rappelle un tant soit peu l'analyse de Morgan et de l'évolution des sociétés. Et malgré des preuves tangibles des phénomènes observés, il souligne qu'il faut garder à l'esprit que l'enchaînement de ces phases identifiées n'est pas forcément causal. Et il ne suffit pas pour se faire une idée précise de l'histoire d'un peuple. Les données matérielles ici, même si elles constituent des preuves, ne se suffisent pas à elles-mêmes pour expliquer l'histoire. Il faut se méfier d'un seul trait d'évolution, comme la démographie par exemple. De plus, Alain Testard souligne la difficulté d'identifier clairement les traces de conflits, par exemple, dans les périodes anciennes. Alors, on a la chance d'avoir des nouveaux sites, on en a parlé dans les différents séminaires d'archéologie et d'ethnologie organisés ici. On trouve des zones de conflit de plus en plus et des champs de bataille, pour des périodes, par exemple, comme l'âge du bronze. On connaît aussi des scènes assez de torture, enfin on trouve des scènes de massacre, comme pas loin d'ici à Arenheim. Et les armes, par exemple, ont pu aussi être utilisées, parfois aussi, comme des outils, il ne faut pas l'oublier. L'esclavage est souvent invisible en archéologie, mais de nouveaux outils de recherche permettent parfois d'en savoir plus, comme les découvertes également de tombes silos, où on trouve souvent des sépultures associées à des sépultures en position dite conventionnelle. Les domaines de l'économie, de la justice et du droit, ainsi que la dépendance, restent par exemple du domaine de l'invisible pour l'archéologie. Il y avait aussi une question qu'il avait à cœur de traiter, donc Alain Testard, c'était la réflexion sur la question de la représentativité. Alors, beaucoup d'échanges ont eu lieu avec des archéologues, comme l'ouvrage présenté ici, Les armes dans les eaux, où il y a eu une véritable réflexion entre archéologie et ethnologie, mais également des travaux avec Luc Barret sur tout ce qui était des notions de sépulture, les travaux qu'il a pu entreprendre avec aussi sur l'esclavage et la servitude aussi. Mais ici, on parlera plus de questions de représentativité et sur les questions de récension ou de croissance d'un phénomène. Alors, il posait déjà à l'époque de vraies questions quant à la représentativité des données et de la qualité d'un échantillon. Par exemple, ici, actuellement avec l'informatique, on peut cartographier beaucoup de choses, enregistrer beaucoup de données au niveau d'un site, mais les données, bien sûr, doivent être comparables aux autres. Pour illustrer les questions de biais dans les échantillons, Alain Testard propose d'y réfléchir à propos des découvertes métalliques de l'âge du bronze et sur les pratiques de la déposition ou de l'abandon de ces objets, ou des lots d'objets surtout. Ces réflexions ont été moteurs d'un ouvrage consacré, comme je viens de vous le dire, au phénomène des armes et découvertes en contexte fluvial au cours du temps. Alors, ces bronzes forcément trouvés ne représentent pas forcément et représentent qu'une infime part des bronzes existants. Alors, il se demandait justement dans le schéma qu'il y a en bas, je ne sais pas si on le voit assez, c'est flou malheureusement, là sur l'écran c'est assez net. Donc, des raisons de trouver ces objets, alors on peut les trouver dans les tombes, mais on peut aussi trouver des dépôts bien souvent non funéraires, qu'ils soient intentionnels ou non, ou qui peuvent résulter d'offrandes, de cachettes, de thésaurisation. Mais en aucun cas il ne s'agit du reflet de la société. L'archéologue, par exemple, ne peut raisonner que sur des fragments, et par extension des fragments d'interprétation de la société. Il faut un minimum d'idées sur les pratiques sociales particulières des modes de rejet ou d'enfouissement. On ne connaît pas également la totalité, par exemple, d'une production. Il ne faut pas oublier les différences culturelles d'utilisation d'objets périssables. Voilà, tout ce qu'on ne retrouve pas, par exemple, comme chez les Incas. Les cas de la vannerie également, comme en Californie, par exemple, chez les Indiens. Alors, dans son ouvrage, il décline sa méthodologie. C'est surtout ça qui a, je pense, qu'ont retenu les archéologues quant à l'interprétation des données. Il faut dans un premier temps rappeler les faits, mais surtout ceux qui ne l'étaient pas. Il faut clairement lister les hypothèses possibles, plus que 2 ou 3, et identifier des critères discriminants ou non. Il faut, avant de proposer une solution, argumenter chaque critère. Concernant le comparatisme ethnographique, la phrase suivante explique bien sa vision des choses. «
Je ne pointe pas une coutume connue ethnographiquement pour justifier une interprétation en archéologie. Je fais le contraire. Je dis que l'absence totale de coutume en ethnographie rend très improbable, pas impossible, mais très improbable, son existence dans les temps archéologiques. C'est un premier argument. Malheureusement, ce n'est pas l'archéologue qui fait l'échantillon, il n'en connaît pas forcément les biais, même s'il existe. Alors, j'avais envie de terminer sur des exemples, voilà, des exemples qui sont peut-être un peu datés, mais qui sont également actuels avec des publications récentes, de travaux d'archéologues qui ont traité également de comparaison en ethnologie. Alors les archéologues voilà, utilisent parfois l'ethnographie, soit de manière ponctuelle, soit en ayant directement enquêté sur le terrain, ce qui est plus rare. Il s'agit entre autres, mais certainement les plus connus, d'Anne-Marie et Pierre Pétrequin, qui ont effectué plusieurs terrains dans le monde, comme au Bénin ou en Nouvelle-Guinée, et même dans le Jura français. C'est aussi un terrain archéologique. Ils se sont attachés à étudier la culture matérielle des populations et surtout les chaînes opératoires de manière détaillée et vérifiable. Dans leurs travaux, ils soulignent également la prudence nécessaire, comme par exemple ici sur la diapositive, dans le cas de l'étude des pointes de flèches. Donc là, c'est dans une population de Nouvelle-Guinée, les Dani, et insiste sur le fait de pouvoir dégager certaines tendances. Alors c'est surtout ça qu'on essaie de dégager, des tendances potentiellement transchronologiques. Dans les conclusions d'un autre projet de recherche, beaucoup plus récent consacré au H néolithique en jade, Pierre Pétrequin, après avoir effectué une recherche des plus pointues sur le sujet avec son équipe et les objets, convoque l'ethnologie et des témoignages de sociétés disparues, pouvant se rapprocher de la situation de la fin du néolithique en Europe de l'Ouest. Et c'est dans des sociétés de des îles Tonga et les Natchez, un peuple amérindien, qu'il trouve des analogies concernant le pouvoir religieux assuré par un chef suprême, souvent doublé d'un chef de guerre, donc dans des contextes de sociétés inégalitaires, caractérisés par des réalisations architecturales monumentales. Donc là, je ne cite pas exactement le texte, mais il revient également à l'attestat dans sa conclusion. Et il y a une grosse partie, je vous conseille de la lire, dans le deuxième tome, parce qu'il y a deux tomes qui sont assez épais, consacrés à ces questions, où il y a toute une réflexion sur l'idéal et sur, voilà, qu'est-ce qu'ont pu constituer ces objets de prestige. Alors, dans certains cas, les constructions théoriques des archéologues à partir de données partielles peuvent se révéler moins crédibles. Alors ainsi, dans un article de Jean-Pierre Legendre, un collègue, il présente le cas du site fortifié de la Heuneburg, dans le sud de l'Allemagne et sur le Danube, partiellement fouillé. Alors, il y a eu une tentative de théorisation par un des fouilleurs, Sigrid Kurz, quant au type d'occupation du site. Mais à notre humble avis, et comme le souligne Jean-Pierre Legendre, avec une estimation de 500 ménages répartis sur 57 domaines appartenant à 7 clans, dont 4 sont censés être des descendants du père fondateur, ça laisse un peu perplexe. Là, je pense qu'on ne peut pas forcément aller aussi loin. Alors, je vous ai mis, pour argumenter, là, le plan de la zone et des zones fouillées en rouge. Bon, c'est vraiment une zone encore réduite, donc là, c'est un peu osé. Alors, pour conclure, il s'avère à mon goût que trop peu d'archéologues, encore, se limitent dans le recours à l'ethnologie pour proposer de nouvelles hypothèses. Suite à une certaine désaffection pour l'ethnoarchéologie, effectivement, il y avait une tendance dans les années 70, 80, même 90, où on utilisait, mais il y a un certain retour de l'ethnoarchéologie. Il y a un article paru en 2019 de Diane Lyons et de Nicolas Davis, intitulé « To Hell with Ethnoarchaeology and Back ». Là, c'était un petit débat entre certains chercheurs. Donc, je vous conseille la lecture de cet article. Propose à la fois un bilan des recherches dans ce domaine et les nombreuses possibilités offertes pour mieux interpréter les vestiges. On le voit effectivement actuellement plus pour les sciences dites dures, par exemple dans les recherches dans des récipients, par exemple. On a recours souvent maintenant à des expérimentations, à des observations in situ aussi de population, mais au croisement des données. Et donc là, je trouve c'est des efforts louables pour proposer des hypothèses tenables. Alors, pour Alain Testard, qui envisageait une sociologie globale, l'ethnoarchéologie était, je cite,
une sorte d'ethnographie expérimentale menée par des archéologues aux fins explicites d'interpréter des données archéologiques en provenance du passé. Même si cela est vrai, ces champs peuvent être plus vastes aujourd'hui grâce à son apport et son élan pour l'élaboration de théories et des lois comportementales universelles. La présence d'Alain Testart dans certains travaux actuels en archéologie et ethnologie est prégnante, car les bases qu'il avait posées, par exemple, sur les structures sociales et les questions de blocage technique, ou encore les prestations matrimoniales, sont critiquées, débattues, employées dans la réflexion globale sur les sociétés. En témoigne, alors là, c'était le texte que j'avais rédigé en 2019, donc c'était en 2019 que ça devait se tenir, le premier, je crois. Donc on a décalé plusieurs fois, mais j'avais souvenir de ce colloque qui avait lieu au Musée national de la préhistoire, en octobre 2019, qui traitait de la question des égalités ou des inégalités au Paléolithique, et où on a beaucoup parlé d'Alain Testart. Il a été largement cité à ce moment-là. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.